Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur la première radio-télévision communautaire RTC. Pour démarrer cette édition à Dakar, pour lutter contre les régions côtières menaçant l'île de Gorée, un digue en enrochement est en construction le long du littoral. Le projet fait partie du programme régional pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, financé par la Banque mondiale, visant à protéger les côtes vulnérables aux effets du changement climatique. Compte rendu, Pape Kairé. Patrimoine de l'UNESCO depuis 1978, l'île de Gorée, avec une population résidente d'environ 1519 habitants, fait face à une situation préoccupante du fait de l'érosion côtière, la corrosion et l'élévation du niveau de la mer. Gorée est une petite île, toute petite. Et si nous sommes en train de perdre des surfaces, ça n'ira pas. Les populations de Gorée n'auront plus où habiter et Gorée risque d'être submergée par la mer. Vous savez que Gorée est une île mémorielle. Et vous savez que Gorée a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourquoi? Parce que nous avons ici sur l'île des traces de l'esclavage qui s'est déroulé sur des siècles et des siècles. À cet effet, pour réduire ces risques naturels et anthropiques auxquels sont exposées ces communautés et améliorer la gestion du littoral, des digues de protection vont être installées à travers le projet WACA, West African Coastal Areas. On aura ici une zone qu'on appelle la digue S, qui concerne la partie ici du quai jusqu'au vers Mariam Ba, toujours au niveau de l'est là-bas. Et on a aussi une autre partie de la digue qu'on appelle la digue Ouest. On aura cette partie-là qui fera le tour jusqu'au niveau de la mosquée qui est à ce niveau. Donc c'est une digue en enrochement. Les roches viendront de Diack, la carrière qui se situe vers Thiès, pour Diack, et seront transportées par des camions jusqu'au niveau du port de Dakar. Arrivés au niveau du port de Dakar, ils seront transportés sur des barges pour arriver jusqu'au niveau de l'île de Gorée et déchargés par des engins, on va dire des pelles et des chargeurs, qui s'occuperont de recharger cette partie qui sera en pleine mer, rechargée par ici, jusqu'à constituer en fait la digue. Ces ouvrages démarrés depuis le mois de juin 2024 et financés à hauteur de 9 milliards par la Banque mondiale doivent se terminer en septembre 2025. À présent, direction la capitale du Sine Saloum, la région de Kaolack a habilité le lancement de la Semaine nationale de lutte contre le VIH-Sida. Placé sous le signe de la mobilisation des groupes de jeunes filles, cet événement a été présidé par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Hadidienne Gueye. Les jeunes, qui constituent 75% de la population, sont les cibles prioritaires des autorités étatiques. Le ministre est au micro de Ousmane Dem. Effectivement, je viens de procéder au lancement du démarrage de la Semaine nationale de lutte contre le sida, placée sous le sceau de la mobilisation des clubs de jeunes filles contre le VIH-Sida. Et ces différentes activités qui sont prévues sur l'ensemble du territoire national, mais c'est aujourd'hui ici à Kaolack que je procède au lancement de cette activité. Actuellement, au Sénégal, nous avons 15 centres de conseil ados et 8 bureaux de conseil ados, et sur lesquels s'adossent les clubs de jeunes filles. Et dans l'agenda 2025, nous avons le président de la République a parlé de renforcement du capital humain. Et pour qu'on puisse véritablement asseoir un capital humain, je pense que ça, c'est une partie très importante. Une jeunesse qui n'est pas en bonne santé, ou bien une jeunesse qui n'est pas autonome, et particulièrement les jeunes filles, c'est difficilement que nous pourrons atteindre cet objectif de capital humain. Et c'est d'autant plus fondamental que la jeunesse qui constitue 75% de la population, fait partie quand même des cibles sur lesquelles les plus hautes autorités de ce pays, à savoir le président de la République, le Premier ministre, comptent vraiment s'appesantir pour pouvoir décliner et mettre en œuvre les objectifs qui sont fixés dans cet agenda 2050. Et puis, religion, à moins d'une semaine de la ziaré annuelle de Solikunda dans la commune de Bounkiling, des préoccupations telles que l'accès à l'eau, l'état des routes et autres enjeux occupent une place centrale chez les organisateurs. En effet, un comité départemental de développement s'est réuni à Bounkiling pour améliorer les infrastructures et garantir un accueil digne de cet événement spirituel d'importance. Compte rendu Ousmar Sissé.
Les questions fondamentales qui ont retenu l'attention des participants lors de ce comité départemental de développement sont l'accès à l'eau et l'état dégradé des routes du quartier Solikunda situé dans la commune de Bunkiling, lequel doit accueillir les fidèles à l'occasion de cette ziara. La commune de Bunkiling est confrontée depuis quelque temps à un problème d'approvisionnement en eau. Et ce faisant, nous avons pris les dispositions. On va essayer d'accompagner le comité d'organisation dans l'approvisionnement en eau des pèlerins. Il y a la question du problème d'accès au quartier de Solikunda qui a été posé. On va mettre en contribution l'entreprise qui est chargée de réhabiliter la RN4 afin de permettre aux différents pèlerins de regagner facilement le quartier Solikunda le jour de la ziara. Mis à part ces difficultés, plusieurs doléances ont été également soumises au chef de l'exécutif départemental en vue d'une meilleure prise en charge des pèlerins. Ce qui concerne le secteur de la sécurité, toutes les dispositions seront prises pour assurer une sécurité optimale de cette ziara. La santé, donc le district sanitaire, la Croix-Rouge et le comité de développement sanitaire ont été mis à contribution. Donc en ce qui concerne l'hygiène, la sous-brigade d'hygiène de Bunkiling va travailler en étroite collaboration avec la mairie pour procéder aux opérations de désinfection et de désinsectisation à temps, 48 heures avant. Il convient de noter que la dite ziara organisée en la mémoire de El Hadj Kémo Soli attire chaque année des fidèles venus de divers horizons, notamment du Sénégal et de la sous-région. Cette affluence témoigne de l'importance spirituelle de cet événement, soulignant ainsi la nécessité d'améliorer les infrastructures et les conditions d'accueil pour garantir la sécurité et le bien-être des pèlerins. Parlons à présent de l'éducation. La semaine de l'école de base se poursuit dans tout le pays, notamment dans le département de Podor. Un forum a eu lieu à Ndioum sur le thème « Les langues nationales, notre force pour une éducation de qualité ». Ce fut au moment de grande mobilisation sociale dans lequel l'inspection de l'éducation et de la formation IF s'est félicitée de la volonté de l'État d'introduire les langues nationales dans l'éducation éducative. Idrissa Ba au micro de Aminata Ndiaye. Aujourd'hui, nous sommes à Ndioum dans le cadre véritablement de la vulgarisation et de la promotion des langues nationales. Et le thème porte sur les langues nationales, notre force pour une éducation de qualité. Donc là, l'objectif, c'était véritablement d'interagir avec la communauté pour montrer l'importance des langues nationales dans le système éducatif sénégalais. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été fait par le ministère de l'Éducation nationale depuis quelques années pour véritablement introduire les langues nationales dans le système éducatif. Et tout à l'heure, on a beaucoup communiqué sur ça, depuis le LPT, RELI et le MOEPS qui est là et qui devient une stratégie, une option véritablement de l'État sénégalais à ne plus revenir en arrière. Et du coup, les langues seront introduites dans le système éducatif sénégalais en tant que médium, mais aussi en tant qu'objet d'étude. Et tout à l'heure, on a même montré à la communauté que d'ici 2030, on va assister à la première évaluation de la classe de CM2 sur la langue nationale. Et maintenant, c'est important encore de dire que la langue nationale, en dehors des aspects purement pédagogiques, didactiques, c'est véritablement, c'est tellement pertinent d'utiliser les langues nationales comme étant un intrant de qualité véritablement pour faire réussir les élèves. Du point de vue purement didactique, l'enfant, quand il entre en classe, dans sa langue nationale, c'est important de le dire, il a 6000 mots en sa possession. Retour à Dakar, la maison de la presse Babacar Touré a baptisé plusieurs de ses paliers au nom de figures marquantes des médias sénégalais. Cette initiative honore des personnalités ayant marqué la presse écrite, la radio et la télévision. De nombreux acteurs du secteur médiatique ont assisté à la cérémonie aux côtés de journalistes, d'anciens professionnels et de diverses autorités. Suivons le compte-rendu de Modou Diouf. 10 professionnels des médias ont été honorés par la direction de la maison de la presse Babacar Touré, qui a renommé les paliers du bâtiment à leur nom lors d'une cérémonie émouvante. Donc nous sommes dit, arrivés à la maison de la presse, on ne va plus dire je vais au rez-de-chaussée ou je vais au premier étage, mais on va dire je vais chez Diatou Cissé, je vais chez Alpha Sall, je vais chez. Donc c'est ça aujourd'hui qui nous permet d'afficher en tout cas la qualité de travail, le rôle joué par ces
ces doyens et doyennes dans le développement de la presse. Dired Socé, dédié à Eugénie Rokhaya Aou, au 8e étage portant le nom de Diatou Cissé, en passant par Sidi Lamine Niasse, Amadou Gaston Faye et autres. Ces figures de la presse ont été mises à l'honneur. Cependant, le choix n'était pas facile, précise Sambo Biagui. Donc depuis le mois d'août, ce COPIL travaille pour faire sortir véritablement sur une short list de plus de 100 doyennes et doyens pour sortir véritablement une liste de 10 personnes. Le travail, vous l'avez entendu le président du COPIL, M. Thiam, ce n'était pas évident. Certains ont été honorés de leur vivant, d'autres à titre posthume. Pour Diatou Cissé, ce geste redonne la presse toute sa dignité. Donc je suis fière d'être distinguée, mais je pense que c'est une injonction finalement à rester droite dans mes bottes, à me nourrir des valeurs du journalisme qui sont l'intégrité, le respect de l'éthique et de la déontologie. Cette reconnaissance symbolique inscrit désormais le nom de ces 10 doyens de la presse dans l'histoire du journalisme et célèbre leur combat pour la liberté de la presse. Modou Diouf, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur la première radio-télévision communautaire. Tout à l'heure, vous aurez le journal en pulaar. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Merci. Au revoir.